Qu'attendez-vous d'une côtelette, d'une salade ou d'une tomate? Qu'elle soit suisse avant tout, qu'elle ait du goût, qu'elle soit écologiquement irréprochable, qu'elle permette à celui qui l'a produite de vivre décemment ou simplement qu'elle soit suffisamment bon marché pour se glisser jusque dans votre assiette. C'est toutes ces questions que pose en filigrane le vote sur la sécurité alimentaire sur lequel vous vous prononcez le 24 septembre prochain. Alors, quelle agriculture dans nos assiettes? C'est le débat d'Infrarouge. Bonsoir à toutes et à tous. Pour en parler ce soir, vos commentaires sur les réseaux et nos invités en plateau que je vous présente. Stéphane Teucher, il est agriculteur, directeur de ProConseil à Lausanne. Il forme les paysans à l'agriculture du futur, dite 4.0. Benoît de Combeau, entrepreneur, fondateur de Combat Group. Il produit des salades à Yverdon dans des conditions particulièrement novatrices. Fernand Cuche, paysan lui aussi. Ancien conseiller d'État neuchâtelois, il défend une agriculture durable et proche de la terre. Daniel Imhoff, membre du comité de la communauté d'intérêt pour le secteur agroalimentaire, c'est difficile à dire, et spécialiste des affaires agricoles chez Nestlé. Pierre-André Tombé, ancien président d'Unitaire et président actuel de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire. Il dira non le 24 septembre et il nous dira pourquoi. Et enfin Jacques Bourgeois, conseiller national PLR et directeur de l'Union suisse des paysans. Il s'engage, lui, pour le oui le 24 septembre. Merci d'être avec nous. Messieurs, c'est avec vous deux qu'on va ouvrir ce débat, si vous voulez, pour un face-à-face de 10 minutes serré sur l'objet du vote du 24, avant d'ouvrir la discussion à l'agriculture de demain et aux défis que pose l'ouverture du marché. Mais d'abord, quels sont les enjeux de cette votation du 24? Les explications de Jean-Marc Hélène. La foule à Berne en juillet 2014. Elle vient fêter le dépôt de l'initiative de l'Union suisse des paysans, une initiative pour la sécurité alimentaire. L'idée, c'est que les Suisses doivent avoir accès en tout temps à des aliments de bonne qualité, issus de la production indigène. Mais le Parlement juge le texte trop protectionniste et peu clair. Il lui oppose un contre-projet qui satisfait les paysans. C'est donc sur ce contre-projet que nous allons voter. Il vise à inscrire le principe de la sécurité alimentaire dans la Constitution. Il prend en compte toute la chaîne de la production des denrées alimentaires et repose sur 5 piliers. Tout d'abord, assurer les conditions de base pour l'agriculture, en protégeant par exemple les terres cultivables. On veut aussi que les producteurs utilisent efficacement les ressources. Et puis dans un pays où un tiers des denrées alimentaires terminent à la poubelle, on veut lutter contre le gaspillage. Jusque-là, pas de problème, restent 2 piliers et ce sont eux qui font débat. Tout d'abord, celui qui prévoit que l'agriculture doit répondre aux exigences du marché. Et puis le dernier, qui soutient que la Suisse doit assurer de bonnes relations commerciales avec l'étranger. Les opposants y voient une libéralisation dangereuse pour les agriculteurs. Est-ce vraiment le cas? Les Suisses trancheront le 24 septembre. Jacques Bourgeois, votre initiative à l'origine demandait plus de protection pour les paysans suisses. Le contre-projet, lui, il stipule que l'ouverture vers l'étranger doit faire partie de ce vaste concept de sécurité alimentaire. Alors pourquoi vous dites oui? Pourquoi vous l'avez soutenu? Nous l'avons soutenu parce que la plupart de nos revendications ont été prises en considération. Je pense en particulier par rapport à la question des bases de production qui doivent être données. Donc c'est par rapport au niveau, ça a été cité tout à l'heure dans le petit reportage, de protéger les terres cultivées. D'autre part également, c'est de continuer d'axer notre production sur la durabilité, sur la qualité, la haute valeur ajoutée des produits. Et nous sommes face à un nouveau concept, c'est un concept de la fourche à la fourchette ou du champ à l'assiette pour prendre en considération justement cette sécurité alimentaire ne se limite pas qu'à la production, mais tient compte aussi de la transformation, de la distribution et bien évidemment de la consommation. Vous n'avez consciencieusement pas nommé les fameux articles qui fâchent l'homme qui est en face de vous, Pierre-André Tombé. Pour vous, on a introduit le ver dans le fruit avec précisément les exigences du marché et l'ouverture aux échanges transfrontaliers. Déjà, juste pour dire que le marché agricole en Suisse n'existe pas. On en parle, mais il n'existe pas. Puisqu'il y a quelques acheteurs, on va être poli ce soir pour en parler, je pense que plus tard on pourra être un peu plus strict avec nommer ces acheteurs, mais ils sont quelques-uns, on va dire 4 ou 5, pour des milliers d'exploitants qui leur vendent. Ça, c'est la première chose. Donc moi, je suis d'accord de discuter de marché, mais il faut au moins les lois minimales du marché soient respectées. Vous parlez de la grande distribution? Je parle de la grande distribution, entre autres. Il y a des gros transformateurs aussi. On dit, par exemple, l'article 1, il nous pose aussi un problème, parce qu'on dit qu'on veut protéger les terres agricoles. Je vous rappelle qu'on vient de voter sur une latte
qui protège très bien les Donc terres là, c'est la agricoles. loi sur l'aménagement du Sur territoire. l'aménagement du territoire. Mon problème, c'est qu'on n'a pas inscrit que ça serait bien qu'il y ait les personnes qui les travaillent, cette terre agricole. Et puis moi, j'aimerais qu'on parle des paysans, des familles paysannes. Donc moi, je trouve qu'on est flou avec ce texte. On avait un article 104 qui est extrêmement précis. On n'arrive pas à augmenter le nombre de paysans parce que si on veut des produits de qualité et puis si on veut de l'écologie, il faut augmenter le nombre de personnes qui travaillent. Enfin, c'est un simple bon sens pour celui qui est dans le terrain. Monsieur Après, Bourgeois, on peut croire d'autres choses. Mais ça nous pose un problème. Ce qu'on entend dans ce que dit Pierre-André Tombé, c'est que les paysans se sentent trahis. Non, pas du tout. Je crois que l'ensemble, et du reste, le comité d'initiative n'aurait pas retiré son initiative si on s'était senti trahi par rapport à ce contre-projet. Vous non, mais eux, oui. Écoutez, c'est leur position que je respecte, mais que je ne partage pas du tout. Et dans le contexte par rapport au niveau des terres cultivées, j'aimerais quand même relever à mon collègue Pierre-André Tombé, c'est la première fois que nous inscrivons ceci au niveau constitutionnel. Et je crois que cette constitution, ou cette modification de la constitution, c'est une lacune que nous avons à l'heure actuelle, et c'était vu au niveau du Parlement. Nous allons avoir des évolutions démographiques, plus de millions de personnes horizon 2050 dans ce pays, qu'il ne faudra pas seulement loger, mettre en place pour la mobilité ou bien les infrastructures scolaires, etc. Mais également, il faudra les nourrir. Vous nous dites... D'autre part également, si vous permettez, il y a 3 défis. La raréfaction des ressources naturelles. Nous avons un sol qui se dérobe à l'heure actuelle sous nos pieds au rythme effréné de 1 mètre carré par seconde. Et ensuite, le changement climatique. Et dans ces conditions-là, garder la denrée alimentaire sur d'eau que nous produisons au pays sera déjà un défi en soi. Vous nous dites, Jacques Bourgeois, c'est la première fois... Il y a 3 familles paysannes qui arrêtent par jour. Oui, mais... Ça, c'est une réalité. Donc je veux bien qu'il y ait des terres agricoles qui diminuent, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va faire pour que ces familles paysannes, moi, je suis entièrement d'accord qu'on écrive ça dans la Confédération, mais comme Constitution, attention, qu'on ne promette pas des choses aux paysans qu'on ne va pas arriver à réaliser. Mais c'est pas mieux que moi, rien. c'est ça qui me fait peur. C'est qu'on est en train de promettre, il y a des paysans qui se mobilisent, qui disent on va voter ça, et on ne va pas pouvoir le réaliser. Parce qu'on l'aurait déjà fait, hein. C'est pas inscrit qu'on veut augmenter le nombre de paysans, donc on ne va pas arrêter la diminution, on dit qu'on va augmenter le nombre de mètres carrés. Mais est-ce que le donc soutien on est en train à de faire croire à des l'agriculture paysans qu'il faut durable dans la s'agrandir. Constitution, est-ce que le soutien à une agriculture durable dans la Constitution, c'est pas mieux que rien, mieux que le statu quo, mieux que l'article 104 actuel? Alors, j'espère qu'un jour, si vous serez papa et que votre gamin il reviendra de l'école et qu'il dira j'ai eu 2, c'est déjà mieux que 1, quand même. C'est pas mal, hein, j'ai fait un gros effort, j'ai eu 2. Alors moi, j'étais bon pour ça, j'ai toujours répondu ça à mes parents, j'ai remarqué que ça ne marchait pas toujours. Donc à un moment donné, mieux que rien, c'est détestable. Ouais. Alors ça, c'est vrai. Puis j'aimerais dire qu'on n'est pas des paysans, on est des paysans et des consommateurs. Et puis les consommateurs, ils ont une exigence de qualité. Et puis c'est vrai que dans notre organisation, on a des consommateurs qui sont proches des agriculteurs et se sont rendus compte que s'il n'y avait pas des paysans qui étaient là, un plus grand nombre, ils n'auraient pas la qualité qu'ils demandent. Ça, c'est leur peur. Puis après, on peut toujours augmenter la quantité, etc. Moi, je pense qu'au niveau médical, je prends l'exemple de la betterave sucrière. Est-ce qu'on est obligé d'avoir, pour l'instant, on a un marché du sucre on est au prix mondial du sucre. On entend, demain il y aura une émission à la radio pour dire qu'il y a trop de sucre dans nos boissons. Alors, je me réjouis d'entendre M. Imhoff, la Nestlé, pour venir nous dire que ça serait bien qu'on diminue le sucre dans les boissons. Ouais. Moi, je pense qu'on peut payer plus cher le sucre, diminuer le sucre dans les boissons, ça sera plus sain, on va économiser de l'argent sur la santé, donc on va faire plaisir à 2 conseillers fédéraux au lieu que d'un, c'est déjà pas mal, et puis en même temps, on aura des gens sains, on aura plus de plaisir à travailler, on pourra travailler autrement que simplement d'avoir toujours des plus grosses machines dans nos champs. Jacques Bourgeois. Si vous permettez, revenir sur les exigences du marché. Qu'est-ce que ça veut dire, exigence du marché? Ça veut dire produire des produits en quantité et en qualité répondant aux attentes des consommateurs. C'est ce que nous voulons. Et que ce principal pilier de la sécurité alimentaire reste le pilier de la production indigène. Ceci a été dit dans le contexte du Parlement. Comment tu organises les producteurs de lait pour qu'ils puissent répondre à cette volonté que tu viens de dire, Jacques? Les producteurs de lait, il faut la force obligatoire pour qu'ils se mettent tous d'accord. Parce que tous les acheteurs leur disent « fais un peu plus, fais un peu plus, fais un peu plus ». Puis après, tous les acheteurs, quand ils discutent du prix, ils leur disent « il y a un peu trop ». Je le répète
Pour moi, quand il y a trop de lait, le camion ne vient plus à la ferme. S'il y a Alors, trop de lait. Le comment, lait, il y a Jacques toujours. Bourgeois Comment tu organises? Donc, la force obligatoire, dans 3 mois, On l'a. a compris la question, on va Chez les laisser paysans. répondre Jacques Bourgeois. Par rapport au niveau du marché, le marché, donc on doit déjà répondre aux attentes et exigences des consommateurs. Ça, C'est la question claire. Mais Au il y a niveau de la trop. qualité et miser sur la valeur ajoutée, c'est ce que veut également cet article. Et au niveau de la branche, c'est à la branche à s'organiser. C'est dans l'interprofession du lait, par exemple. Et nous sommes battus au niveau de l'Union suisse des paysans pour que les producteurs de lait, notamment de lait industriel, puissent avoir une augmentation du prix du litre de lait à partir du 1er octobre. Et j'espère que les transformateurs et les distributeurs vont répondre positivement à cela. Et ça, c'est une question d'organisation. Ça ne change rien. Non, mais c'est une question d'organisation de marché. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est est-ce que nous voulons garder en partie la main sur le contenu de nos assiettes, oui ou non? Moi, je dis oui. Jacques Bourgeois, la situation actuelle, c'est l'article 104 de la Constitution. Je l'ai pris avec moi. Il dit que la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population. Oui. Dans le sens de quelle est la dans le valeur sens- ajoutée du contre-projet, Alors- si ce n'est d'ajouter les échanges transfrontaliers qui fâchent vos opposants? Non, mais j'aimerais quand même préciser sur les échanges. Déjà, premièrement, on n'a nulle part dans la Constitution un article qui couvre de la fourche à la fourchette ou du champ à l'assiette. Donc là, c'est la première fois, et on serait le premier pays au monde à inscrire ceci. Maintenant, la fameuse lettre D, ces relations commerciales transfrontalières qui gênent, j'aimerais dire aussi, c'est des relations transfrontalières accompagnées ou produites sur un développement durable. Et j'aimerais quand même préciser, sur ces relations transfrontalières, nous ne sommes pas, et la Suisse ne veut pas prétendre à l'autarcie dans ce pays, puisqu'on a un taux d'autoapprovisionnement d'environ 55% net, ce qui sera déjà un défi de le maintenir au vu des défis qui nous attendent sur l'évolution démographique, changement climatique ou raréfaction des ressources naturelles. Mais dans ce contexte-là, il y a également l'aspect du développement durable. Et les importations viennent en complément de la production indigène. Et ce développement durable, l'exemple, Malaisie. On négocie maintenant avec la Malaisie pour l'huile de palme. On a suffisamment d'huile de colza, de bonne huile de colza, bonne huile de tournesol dans notre pays, mais si on donne un meilleur accès, elles devront répondre aux critères de la durabilité, c'est-à-dire qu'elles devront répondre au niveau des environnements sociétaux et environnementaux. Pierre-André Trombier, est-ce qu'on peut se passer du marché? Les gens qui nous regardent ont tout compris pour qu'on dit non. J'espère, Parce que c'est moi, l'objectif. moi, je vais rarement aller en Malaisie vendre du sucre suisse. Donc, j'ai pas besoin d'une ouverture sur la Malaisie. Monsieur Imhoff en a besoin. Parce que je pense qu'ils en ont besoin. Très peu nombreux eux. dans le camp des opposants. Donc, on va laisser importer de l'huile de palme qui est soi-disant faite selon les critères. Je vous rappelle que les œufs qui étaient importés de Hollande étaient faits selon certains critères qui étaient fantastiques, formidables, et puis on les a quand même pas trouvés terribles. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que la réponse de Jacques, elle est très bonne parce qu'elle explique pourquoi ce texte-là. Moi, j'aimerais avoir M. Schneiderman en face de moi. Vous parlez de Johann parce que- Schneiderman. Johann Schneiderman lui-même a dit, et ça devrait être de nature à vous rassurer, que de toute façon, quoi qu'il advienne le 24 septembre, même si l'article est adopté, il serait à peu près sans effet législatif. Non, Donc, M. pourquoi Schneiderman se a dit que battez? si je voulais acheter un rouleau compresseur, je peux aller chez lui puis qu'il a des prix Non, mais intéressants. il n'a pas dit ça. Non, non, Point non, à la non, non, ligne. non, il a dit que l'article serait à peu près sans effet. Non, vous oubliez parce qu'il a fait un rapport qui dit que le seul problème pour l'industrie agroalimentaire suisse pour se développer et exporter, c'est le prix des denrées premières. Puis c'est nous, le prix des denrées premières. Donc nous, on a un peu peur de ça. Puis je dis toujours, nous, quand on a peur, c'est qu'il y a un consommateur derrière. Ouais. Donc si on nous oblige à être exigeants par rapport au marché, alors on va faire des cochons. Dans le canton de Vaud, il y a quelqu'un qui était très bon par rapport au marché et au prix du marché en faisant ses porcs. Ben, M. Teucher va peut-être vous expliquer pourquoi ils se sont rendus compte qu'il était moins bon. Fantastique, les grands distributeurs à qui ils achetaient n'avaient juste oublié de le contrôler, ces personnes-là. Donc, c'est les contribuables qui vont payer le contrôle. Ça, c'est une chose. Ça, c'est pour dire que ça peut être intéressant. Mais cet article-là de M. Schneiderman, ces 5 mots-là, ils ne changent rien par rapport à l'article 54, sauf qui font croire à certains grands distributeurs et grosses entreprises qui pourront avoir des produits suisses, de qualité suisse, meilleur marché qu'à présent. Et ça me fait peur. Vous avez bien fait de parler de M. Teucher parce qu'il va falloir bientôt conclure ce face-à-face. Je vais quand même donner la parole à Jacques Bourgeois pour qu'il nous dise, face caméra, c'est un objet important, même s'il y a peu d'opposants, pourquoi il faut absolument voter oui le 24. Alors, il faut absolument voter oui le 24, car nous voulons garder en partie la main sur le contenu de nos assiettes et garder une agriculture de proximité forte, répondant aux attentes et exigences en matière de fourniture de qualité des produits au niveau suisse.
Pierre-André Tombé, même exercice, 20 secondes, ce sera difficile. Non. Alors, moi, ce que je dis, c'est vous votez ce que vous voulez. M. Jacques Bourgeois vient de donner des explications. Ça veut dire que le prix du lait doit augmenter, le nombre de paysans doit augmenter. Si ça ne se fait pas, vous voterez comme nous, on vous le propose, ça sera mieux. Bon, Voilà. eh bien, vous voterez comme vous voulez. Ce sera le mot de la fin de cette première partie du débat. Vous le saviez mieux que personne, messieurs, ce vote est le premier d'une longue série d'initiatives qui sont dans le pipeline, comme on dit, et qui concernent l'agriculture. Il y a plusieurs échéances à venir. D'abord, une initiative pour la souveraineté alimentaire, déposée par l'Alliance du même nom. Ensuite, une initiative pour des aliments équitables. Je crois qu'elle est examinée durant cette session par le Parlement. Et puis, une initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Toutes ces initiatives, elles ont en commun de se méfier d'une certaine ouverture des marchés dans un pays qui est pourtant très protectionniste. On le verra peut-être plus tard. Alors, comment fonctionne précisément le protectionnisme à la sauce helvétique? Les explications, encore une fois, avec un cas concret de Jean-Marc Hélène. Ces tomates, c'est son gagne-pain. Alexandre Cudet fait partie des plus gros producteurs de tomates en Suisse romande. 1500 tonnes qui sortent chaque année de ses serres pour finir sur les étals de Suisse, souvent juste à côté de tomates espagnoles ou marocaines. La grosse différence qu'il va y avoir, simplement, que celles-ci, du fait qu'il y a un transport beaucoup plus court, pourront être récoltées quasi mûres sur la plante, alors que si elles font 1000-2000 km, elles vont être récoltées tournantes, comme on dit, oranges, même peut-être des fois vertes pour certaines variétés, et puis elles vont finir de mûrir dans le camion et sur les étalages. Pourtant, la concurrence, il l'a subie de plein fouet. Donc tu as assez de marchandises là. Difficile pour lui de s'aligner sur des producteurs étrangers qui proposent des prix parfois 2 voire 3 fois moins élevés. La main-d'œuvre, ça c'est le premier point, ça c'est évident. Quand on compare à la Hollande ou à la Belgique, on est peut-être, peut-être la France aussi, on n'est pas loin du double. Si vous comparez à l'Espagne, à la Pologne, et même si on va plus loin au Maroc, on est peut-être des fois jusqu'à 10 fois supérieur. Pour faire face à cette concurrence étrangère, notamment espagnole, les maraîchers suisses bénéficient d'une protection. Pendant la saison de récolte, les fruits et légumes importés sont soumis à une taxe importante. Les commerçants helvétiques ont donc intérêt à se fournir en Suisse. Pour la tomate, cette période de protection s'étend du 1er juin jusqu'à fin septembre. Quel va être le prix qu'on va toucher à partir du 1er octobre? Parce qu'a priori, ça devrait être un prix plus proche du prix européen. Quand bien même nos partenaires commerciaux jouent le jeu pour un produit de proximité. Cette période de protection est très importante pour assurer nos prix moyens sur l'ensemble de l'année. Reste le consommateur. S'il semble toujours plus sensible à la provenance de sa tomate, ses choix restent souvent dictés par son porte-monnaie. Fernand Cuge, Daniel Imhoff, merci de nous avoir rejoints. Je vous représente rapidement. Fernand Cuge, vous êtes ancien conseiller d'État neuchâtelois, agriculteur qui défend une agriculture durable, proche de la terre. Daniel Imhoff, vous êtes ingénieur agronome de formation. Je crois que vous êtes fils de paysan aussi. Vous êtes membre de la communauté d'intérêt du secteur agroalimentaire. Vous êtes le spécialiste agricole de Nestlé. Je commence avec vous, Daniel Imhoff. Ce que vient de nous dire le producteur genevois Alexandre Cudet, c'est que sans protectionnisme, plus de tomates genevoises, en gros. Or, l'étude que vous avez menée l'année passée, enfin que vous avez co-commanditée l'année passée, et qui tablait sur un scénario d'ouverture complète du marché, à la fois avec l'Union européenne et les États-Unis, arrivait, si je ne m'abuse, à la conclusion que cette ouverture du marché ne menaçait pas, dans son existence propre, l'agriculture. C'est ça? Exact. Pour nous, c'était important d'avoir des faits sur la table, et c'est pour ça qu'il me paraissait intéressant de regarder une fois au travers d'une étude quand même assez solide quels étaient les impacts potentiels au niveau du secteur dans son ensemble, autant au niveau agricole que également au niveau de la transformation. Alors, les conclusions, on ne va pas faire toute l'étude en détail, mais si on peut être un tout petit peu plus précis dans les conclusions de l'étude, le secteur agricole n'est pas menacé en lui-même par une ouverture du marché, mais quel changement de paysage est-ce qu'on aurait? Alors, l'étude en elle-même part, comme vous l'avez dit, d'une hypothèse d'une ouverture très large. Maintenant, je pense qu'on est plutôt dans une optique d'ouverture spécifique en fonction du type d'accords qui sont négociés. Et ce qui fait que ça a un impact sur une partie de l'agriculture.
Et on voit aussi qu'une autre partie de l'agriculture, respectivement du secteur en son ensemble, après peut profiter d'un tel accord. Donc il y a des changements qui peuvent se passer, mais ça ne menace pas l'agriculture dans son ensemble, ni le secteur de transformation. Par exemple, vous demande Fernand Cuche. Quel secteur va sortir avec des revenus suffisants, des familles paysannes épanouies, si on ouvre les marchés? Laissons l'épanouissement des familles paysannes. D'abord les revenus suffisants, puis ensuite l'épanouissement. Mais quand on parle d'épanouissement, c'est qu'il faut un revenu. On est bien d'accord. Surtout dans nos sociétés. L'industrie alimentaire, en tant qu'industrie, on est un partenaire naturel de l'agriculture en Suisse. Si on exporte à partir de la Suisse pour aller dans différents pays, c'est parce qu'on achète des matières premières suisses. Maintenant, pour donner un exemple concret, depuis quelques années maintenant, la Suisse a un accord avec la Chine, un accord de libre-échange avec la Chine, ce qui nous donne un accès privilégié au marché chinois. Si on a cette opportunité, l'entreprise Nestlé, nous, on a pris cette opportunité. On est capable maintenant d'exporter des produits de l'alimentation pour bébés, ce qui représente à peu près 5000 tonnes, 20 millions de kilos de lait. Donc, c'est à peu près 8 ans de familles paysannes qui peuvent produire du lait pour nous fournir. C'est fait avec du lait, les aliments pour bébés. Oui, si on peut apporter du lait, exporter du lait, de toute façon, il y a une aide encore actuellement. Il faudrait voir à quel prix les Chinois acceptent d'acheter notre lait, parce qu'il y a la concurrence du lait excédentaire de l'Union européenne, il y a la concurrence du lait excédentaire des États-Unis, du Canada. Il y a d'autres régions qui sont gros producteurs de lait à des coûts moindres. Il y a la Nouvelle-Zélande. Mais moi, j'aimerais revenir sur le fond de la question de libéraliser le marché, ouvrir les frontières. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans? Il faut libéraliser, libéraliser, libéraliser. Pour moi, c'est vite vu. Derrière ces études, derrière ces discours, c'est une société industrialisée, à haut capital, qui a pour objectif de mettre sous contrainte l'ensemble des secteurs de production pour produire au coût de production le plus bas. Pour produire au coût de production le plus bas dans tous les secteurs. Ce qui, Fernand Cuche, et c'est ce que relevait notamment l'étude dont on parle, et ce n'est pas forcément anodin, peut représenter aussi un gain en termes financiers pour le consommateur. Je crois qu'on arrivait à 1,7 milliard d'économies pour le consommateur. Le consommateur, il a aussi son mot à dire dans la question. Mais je reviens. Le principe, le corollaire du libre marché, produire au coût de production le plus bas, c'est programmer l'exclusion. C'est programmer l'épuisement des enfants, des femmes, des hommes, des sols, de la terre. Parce que ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. On peut bourrer ces sols, doper ces sols, doper ces vaches comme le font les Canadiens et les Américains. C'est comme ça qu'on arrive, dans un laps de temps court, à produire le plus bas. Puis une fois que les vaches sont épuisées, une fois que les sols sont épuisés, que l'eau est polluée, on va enlever des arbres plus loin, on va déforester les forêts en Indonésie, etc., pour pouvoir encore être concurrentiel. Ce principe de la concurrence poussée à l'extrême, c'est l'étouffement des sociétés. Et je suis navré de voir qu'encore aujourd'hui, on mène des études pour dire la Suisse ne va pas souffrir si on libéralise. Une brève réponse, parce que vous l'attaquez frontalement, de Daniel Imhoff, puis ensuite je passe la parole à Jacques Bourgeois. J'aimerais donner 2 points. De mon point de vue, la Suisse, en tant qu'économie, on a une économie qui est très libéralisée. On a des accords avec beaucoup de pays et on voit que, de manière générale, la Suisse se porte relativement bien. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des cas particuliers sur lesquels il faut regarder. Mais de manière générale, la Suisse a bénéficié en étant une économie libérale. Il y a 800 000 habitants. On vous a entendu, dans un pays riche. Fernand Cuche. Laissez-le poursuivre et puis Jacques Bourgeois demande la L'autre parole. point, de manière plus précise sur l'agriculture, personnellement, je suis chaque fois très fier de me retrouver dans un pays à l'étranger, quelque part, de manger un bout de gruyère et de me dire que probablement il y avait du lait de mon frère qui était dans ce gruyère. Donc, depuis des années, la Suisse a été capable d'exporter des produits de haute qualité au niveau agricole transformé. Jacques Bourgeois. J'aimerais juste dire, moi, j'aimerais pas manger des tomates. Moi, j'aimerais pas manger des tomates qui ont été cueillies par des gens qui sont des néo-esclaves, notamment comme les immigrés. Je préfère ne pas manger ces tomates et j'aimerais bien manger des tomates en étant sûr qu'en Andalousie, qu'en Italie et qu'en Espagne aussi, on ait des critères sociaux
qui reconnaissent des prix équitables pour que ces gens puissent vivre. On a bien décemment. compris le fond de votre pensée. Jacques Bourgeois, on va voir un graphique en comparaison internationale de l'aide, du soutien à l'agriculture. On voit que les paysans suisses sont largement, très en tête, sont parmi les paysans les plus aidés, les plus soutenus du monde. On a entendu le vibrant plaidoyer anti-ouverture du marché de Fernand Cuche, mais est-ce qu'à l'inverse, on peut continuer comme ça? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que c'est surtout rendre service aux paysans que de les maintenir sous tutelle, sous perfusion? Non, ce que j'aimerais dire, ce graphique démontre l'environnement économique dans lequel nous sommes confinés. Je crois qu'il faut être clair. Et nous avons des exploitations qui sont orientées, des exploitations familiales. Si on veut comparer par rapport aux États-Unis, je dirais on ne boxe pas dans les mêmes catégories, on n'a pas les mêmes conditions de production. Nous voulons continuer de miser sur la qualité, ces taux de valeur ajoutée des produits, donc sur la protection des ressources naturelles, le bien-être des animaux, et pas importer de la viande aux hormones ou aux stimulateurs de croissance. La moyenne des pays de l'OCDE est largement inférieure, et ce n'est pas tous des grands pays comme les États-Unis. Non, mais ce graphique, il est faux. Qu'on soit clair, il est faux par il est rapport pas faux. aux paysans. Parce que les paysans, chaque fois qu'ils ont reçu un paiement, on leur a baissé le prix. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent, il ne vient pas chez nous. Il repart chez les grands distributeurs et les transformateurs. Aujourd'hui, un paysan C'est gagne aujourd'hui un franc un sur deux. paysan qui livrait du lait. Moi, je prends la céréale, je la connais. Quand j'ai commencé comme paysan, je livrais 1 kilo de blé entre 1 franc et 1 franc 10 le kilo. Maintenant, je livre entre 45 centimes et 50 centimes. Puis je reçois des paiements directs qui ne comblent pas les 50 centimes qui me manquent. Donc, ces paiements directs que j'ai reçus, qu'on appelle encore directs, on devrait dire paiements par rapport à des prestations écologiques requises, ces paiements-là, en plus que je dois faire des prestations écologiques, mais qui me font plaisir parce que les gens de la commune qui habitent autour de chez moi me tapent dans le dos en me disant c'est super. Mais par contre, ces 50 centimes, ils ont été directement baissés parce que je recevais cet argent. Donc cet argent, elle a transité par chez moi pour finir chez les grands distributeurs. Est-ce que ça c'est la prouve première pas chose. que le système actuel n'est pas idéal? Non, parce que je crois que le consommateur, pour le moment, il le supporte encore. Puis quand il est contribuable, en tout cas, pour le moment, il ne vire pas non. Ce que j'aimerais dire, c'est que le consommateur en a bénéficié aussi un peu. Parce que le consommateur suisse, c'est celui qui paye en pourcentage de son salaire le plus petit pourcentage pour se nourrir. Ça, c'est ce que j'aimerais dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens ça leur coûte horriblement cher par rapport à leur salaire. Ça, c'est une deuxième discussion. Je pense que ce n'est pas à nous, ni à Fernand, à moi, qu'il faut expliquer comment est-ce on se bat pour des salaires minimums. Ça, c'est autre chose. Mais j'aimerais quand même dire que le pourcentage du consommateur, il est le plus petit du monde. Donc, à un moment donné, il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on parle entre 4 et 7. Puis j'aimerais finir par une anecdote. Fernand et moi, on a été trouver le directeur de chez Carrefour l'année ou 6 mois avant qu'il parte. On était avec Gérard Buffret encore. Et puis, on lui a demandé pourquoi une entreprise comme Carrefour quittait la Suisse. Il nous a dit, il n'y a pas de marché, parce que moi, si je veux acheter de la viande, je dois aller à la boucherie, on va dire, à la grande boucherie Migros, chez Nicarna. Donc ça, je ne supporte pas, moi, comme Carrefour, d'aller chez mon concurrent pour acheter de la viande. En Suisse, c'est tellement bien fermé que c'est que Nicarna qui... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de marché. Non, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a dit, en Suisse, quand on achète 1 million de paires de jeans, puis qu'on fait une action sur les jeans, si on n'a pas des produits frais du pays à l'entrée du magasin, les gens ne viennent pas acheter mon jeans. C'est le seul pays du monde où on connaît ça. Donc nous, on ne va pas rester ici. Donc ça veut dire que les paysans suisses, ils en ont besoin. Donc ils doivent nous rétribuer correctement. Moi, j'aimerais revenir sur le tableau qui nous a été soumis. Moi, je n'ai pas la compétence pour dire est-ce qu'il est faux, est-ce qu'il est juste. Non, il est juste, les chiffres sont justes, ou à moins qu'on remette pour avoir vécu pendant 40 ans sur un petit domaine agricole, même en bio, c'est vrai qu'on a eu des paiements directs qui pouvaient être jusqu'à hauteur de 40, 45, 50% du revenu. Cette évolution-là, moi, elle m'inquiète. Parce qu'on a à peu près la moitié du revenu paysan, en moyenne suisse, qui dépend du bon vouloir politique des autorités. Jusqu'à maintenant, ça a tenu. Mais c'est fragile, cette situation. Et je suis d'accord avec Pierre-André quand il dit, finalement, c'est la grande distribution qui a pris les paiements directs dans sa poche. J'aimerais maintenant que les organisations paysannes nationales, comme l'Union suisse des paysans, n'aillent plus revendiquer auprès des autorités fédérales un supplément pour les paiements directs, mais que ces mêmes organisations s'organisent pour négocier des prix à la production. Je trouve inadmissible que dans un pays riche comme la Suisse, super équipé, et qu'une agro-industrie aussi hyper équipée,
qu'on en soit réduit à livrer du lait suisse à un prix de 48,50 centimes. Jacques Bourgeois, Nous demandons changer de stratégie. Il faut aller Alors, sur le on terrain l'a de compris, la on vous a négociation. compris, pour faites les laisser le prix. répondre. Jacques Bourgeois, vous êtes Peut-être directement juste, interpellé. vous avez cité tout à l'heure l'article 104. C'est en somme le mandat que la société demande envers l'agriculture, ces fameux justement paiements directs qui sont des rémunérations contre des prestations. Des prestations qui engendrent également des coûts. Par exemple, le bien-être des animaux, la protection des ressources naturelles, il y a des coûts qui sont à la base et on est rémunéré par rapport à ces prestations. Maintenant, moi, je rejoins absolument. Mais ce que j'aimerais dire à Fernand Cuche, c'est que nous n'avons pas demandé une augmentation de notre budget ou de notre crédit CAN. Ce que nous voulons... Vous avez demandé un maintien, vous l'avez obtenu. Un maintien, oui, jusqu'à présent. Mais chaque année, c'est rebelote. On va remettre au budget 2018... D'accord, mais Fernand Cuche vous dit changer de stratégie, ne Mais moi, demandez plus les paiements directs, allez négocier les prix. Négocier les prix, ce sont les branches qui négocient les prix, ce n'est pas l'Union suisse des paysans Mais déjà qui négocie les prix. mais Mais après, j'aimerais juste finir, si tu permets, dans le sens qu'on doit revaloriser les denrées alimentaires. Moi, je suis le premier que l'on doit revaloriser les denrées alimentaires, que ces denrées alimentaires ont un prix qui ne se brade pas sur les marchés, et pour pouvoir tirer un revenu décent et moins de dépendre de la manne fédérale. Je suis le premier à aller dans cette direction-là, mais on est sur le libéralisme ou le protectionnisme. Ça conditionne aussi, en partie, un maintien d'un certain degré de protection à la frontière, pour compenser nos handicaps de production. Jacques, si tu te rappelles bien, qu'on recommence l'histoire, parce que là, on est en train d'oublier un petit bout de l'histoire. Si on a des paiements qu'on a appelés d'abord directs et ensuite prestations, c'est qu'on a eu des négociations il y a une quinzaine d'années, quand on discutait de ça, et que les grandes entreprises, les exportateurs, les banques, etc., ont dit on veut des accords internationaux parce que nous, on veut travailler à l'international. Avec ce qu'on va gagner avec ces accords internationaux, on est d'accord de rétribuer une partie de ce qu'on gagne pour payer les paysans, pour qu'on puisse ouvrir le marché contre les paysans. Donc, il ne faut pas croire que c'est nous qu'on a demandé, etc. C'est eux qui le veulent. Quand on a parlé avant de l'Indonésie, nous, on n'a jamais demandé d'accord avec la Malaisie. Donc, c'est d'autres personnes qui ont besoin de ces accords. Ça, c'est ce que j'aimerais dire en premier. Puis la deuxième chose, quand Jacques parle des organisations de branches, ça, c'est une définition politique. Donc là, on a dans le rapport que l'Union suisse des paysans peut avoir au niveau politique. Et au niveau politique, on demande maintenant les paysans qu'on ait la force obligatoire chez les producteurs pour savoir quelle quantité on veut produire. Et ça, c'est un mandat politique qu'on peut donner à l'Union suisse des paysans parce que c'est le seul mandat qui va nous aider à négocier les prix. Est-ce que c'est un mandat que vous pouvez accepter? Alors, sur la force obligatoire, donc la force obligatoire... par rapport au niveau de la gestion chez les producteurs. On l'a compris. Non, parce qu'on sait qu'on parle chez les producteurs. Oui, on sait de quoi on parle. Mais dit simplement, le fait, si on vient avec cela au niveau fédéral, on ne doit pas revenir sur le contingent laitier antécédent. Que les producteurs dans les filières puissent avoir plus de poids, c'est aussi un des enjeux de la politique agricole 2021+. Et l'initiative ou le contre-projet sur la sécurité alimentaire, ça va justement renforcer la filière agroalimentaire que vous combattez. Ça, je ne comprends pas. Mais la filière agroalimentaire, pour le moment, la filière agroalimentaire, elle est organisée de façon à ce que le producteur, il n'arrive pas à gérer, il n'a pas la force obligatoire chez lui. Il ne peut pas gérer lui. Donc, à un moment donné, tu as un acheteur qui vient mener son museau avec le producteur pour savoir comment on va gérer les quantités. Pierre-André Tombier, on a beaucoup prononcé le terme producteur autour de cette table. C'est normal, on vous placez du côté de l'offre et de la production. Il y a un mot, j'ai essayé de lancer tout à l'heure Fernand Cuche avec un succès tout relatif là-dessus qu'on a moins prononcé, c'est le consommateur. Et le consommateur, on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, il est souvent guidé dans ses choix encore par le prix. Oui. Et l'ouverture des marchés, ça fait baisser les prix. Ça, moi, j'aimerais juste non, je pose la question à Fernand Cuche. Non, on lui donne maintenant. Non, Pierre-André Tombé, on lui donne maintenant. Pierre-André Tombé, s'il vous plaît. Pierre-André Tombé, s'il vous plaît. Pierre-André Tombé. C'était Migros Genève qui se plaignait, c'était Migros Annemasse. Là, c'était pas Migros Annemasse, c'était un producteur de tomates. Mais bien sûr qu'il y a un problème de prix pour le consommateur. Et je l'ai dit tout à l'heure, en Suisse, il y a à peu près 800 000 personnes qui sont au seuil de pauvreté. Et les marges possibles, les marges de manœuvre possibles pour ces gens-là, qui s'angoissent parce qu'ils ne savent pas demain comment ils vont nourrir leurs enfants, c'est notamment l'habillement, c'est les loisirs, c'est les vacances et c'est l'alimentation. Tout en soulignant que le coût moyen de l'alimentation en Suisse, par rapport au salaire médian, c'est 8%. Mais on ne peut pas non plus mener une politique agricole et puis faire payer aux paysans le fait qu'il y a dans ce pays un certain nombre de travailleurs qui n'ont pas le salaire minimum. Non, mais les paysans doivent en tenir compte aussi. Pourquoi on ne ferait pas payer ça
à l'agro-industrie, pourquoi on ne fait pas payer ça à ceux qui vendent des vêtements, à ceux qui vendent du loisir? On ne peut pas demander à l'agriculture de faire elle seule l'effort pour que le panier de la ménagère soit encore meilleur marché. Et ceci dit, ces mêmes consommateurs, et je sens l'évolution au niveau du terrain, même les gens qui n'ont pas toujours la possibilité de nouer les deux bouts, ils veulent une alimentation de qualité. Mais ça, vous le sentez, mais ça se mesure encore assez peu. Et on voit maintenant que le bio augmente, même dans les grandes surfaces aussi, hein, la consommation des aliments avec le label biologique, l'agriculture biologique suisse, il augmente. On voit se développer l'agriculture de proximité avec les contrats avec les paysans, etc. On sent qu'il y a toute une effervescence autour de l'alimentation. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a 7 initiatives en l'espace de 3 ans qui ont été déposées qui concernent le territoire, l'alimentation, la qualité de l'alimentation. Daniel Imhof, vous avez l'impression... Il serait bien que les organisations paysannes, lorsqu'on travaille, on parle d'un salaire minimum à Berne ou dans les cantons, que les élus paysans se lèvent et disent « nous sommes pour que les gens puissent vivre décemment et acheter nos produits ». Je ne vous ai jamais entendu dire ça. Et si on demande la solidarité de la population, des consommateurs, pour que nous, on ait des prix équitables, nous devons nous solidariser avec cette société qui est en Jacques Bourgeois, souffrance c'est fort, parce qu'elle gagne pas c'est assez. fort ce que vous dit Fernand Cuche. Qu'est-ce que vous lui répondez? Moi, ce que je dirais que par rapport au niveau des consommateurs, bien évidemment, qu'on veut que les consommateurs aient suffisamment de moyens pour pouvoir s'acheter nos produits. J'aimerais dire aussi ceci, puis face aux consommateurs, il ne faut pas venir chercher l'îlot de cherté dans les denrées alimentaires que nous produisons. C'était dit tout à l'heure, nous sommes inférieurs à 7% de nos budgets respectifs pour nous alimenter. Ici, à Genève, pour s'acheter 1 kilo de pain, il suffit de travailler 7 minutes, et à Paris, 17 minutes. Donc il faut voir aussi le mettre en relation avec le pouvoir d'achat. Jacques Bourgeois. Je crois que ce qui grève les budgets des différents ménages, c'est pas les denrées alimentaires. C'est pas les denrées alimentaires. Jacques Bourgeois, Jacques Bourgeois, en préparant cette émission, je suis allé rechercher le papier de position du PLR sur l'agriculture, qui dit l'avenir de l'agriculture doit reposer sur la qualité de la production dans un environnement libéralisé et concurrentiel. Vous êtes PLR, non? Oui, je suis PLR, mais je ne m'inscris pas sur les dernières phrases que vous venez d'évoquer au niveau libéralisé par rapport à cela, parce que je suis d'avis que, comme mentionné tout à l'heure, donc nous avons des handicaps de production. Ces handicaps de production doivent être accompagnés avec un certain degré de protection à la frontière pour pouvoir continuer d'offrir aux consommateurs, justement, ces produits de qualité dont ils attendent. Daniel Imhof, est-ce que, finalement, vous ne vous dites pas, et ce serait la conclusion de votre étude, que l'ouverture des marchés, même si c'est plus forcément avec les États-Unis, puisque le traité transatlantique est un peu mort-vivant, mais l'ouverture des marchés est une tendance qui est en marche, et que plutôt que de la subir, il faut l'anticiper en pensant à la fois aux producteurs et aux consommateurs. J'aimerais bien que quelqu'un parle du consommateur. Vous en avez parlé, Fernand Cuche, c'est vrai. J'en ai aussi parlé. Vous en avez aussi parlé. Je vous rappelle que c'est l'organisation qui a représenté le plus grand nombre de consommateurs. Pierre-André Tombé, vous voudriez bien laisser parler Daniel Imhof. C'est l'Alliance pour la souveraineté alimentaire, c'est juste ce que je voulais dire. J'ai compris. Daniel Imhof. Est-ce que c'est en pensant aussi aux consommateurs que vous plaidez, je vous donne un rôle peut-être que vous n'avez pas, mais que vous soulignez que le marché ouvert n'est pas forcément une catastrophe? L'ouverture des marchés, c'est quelque chose qui est en marche, vous l'avez dit. Et pour moi, ou pour nous, nous sommes d'avis qu'il faut s'y préparer. On a des chances dans cette ouverture du marché et on a certains risques. Il faut gérer ces risques. Ce qui est des fois dommage, c'est que ce n'est pas tout le temps facile d'avoir les bonnes personnes autour de la table pour réussir à discuter, parce que certaines personnes ne veulent pas discuter d'une ouverture du marché dans son ensemble. Et l'ouverture du marché, c'est quelque chose qui est en train de se faire, et c'est bien de pouvoir s'y préparer en tant que branche dans son ensemble, autant au niveau de la transformation qu'au niveau de l'agriculture. Oui. Et c'est ça ce que nous, on défend. C'est pas forcément brutal, ça peut se faire graduellement, l'ouverture du marché, ça peut s'accompagner, Fernand Cuche. Dans votre discours, quand vous dites l'ouverture des marchés, c'est en marche, ça veut dire c'est comme si nous étions en face d'un événement surnaturel et auquel on donne une vertu cardinale, c'est l'ouverture des marchés. Le marché, il est décidé par les hommes et les femmes qui signent des contrats commerciaux. Je reviens au marché, parce que vous m'avez cherché tout à l'heure là-dessus. Mais je suis content de vous avoir trouvé. L'agriculture suisse produit 50% des calories nécessaires au peuple suisse par rapport à ce qu'il mange maintenant. Il reste 50% d'ouverture
à l'importation. Vous voulez quoi? Vous voulez 60, 70, 90% d'importation? Parce qu'il ne faut pas s'illusionner. Le coût de production en Suisse, il est plus élevé que la moyenne européenne. Il est plus élevé, le lait, le prix du lait, et c'est un peu notre production phare, avec un peu de céréales et de viande, mais il est plus élevé qu'en Nouvelle-Zélande, qu'au Canada, etc. On n'est pas concurrentiel. Et il faut se libérer, dans nos têtes, de l'obsession de cette référence quasi cardinale au libre marché. C'est devenu un dogme, on en est malade. Réponse de Daniel Imhoff, et puis on se projettera vers l'avenir. Moi, je ne veux pas dire que c'est forcément ce qui arrive, je dis juste que c'est des conditions cadres. Et ce n'est pas moi qui les décide. C'est en grande partie pas nous, ici, autour de la table, qui les décidons, à part peut-être Jacques, qui est plus proche du Parlement. C'est les citoyens qui vont décider. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais on voit les dernières années qu'il y a eu une évolution. Oui. Et on peut se dire que probablement cette évolution va continuer. Et c'est juste ce que je dis en regardant cet état des faits, au lieu de le nier, de dire que s'il arrive, on a meilleur temps de s'y préparer et de voir les choses. Et je ne suis pas du tout annoncé par des météorologues. On a compris votre point de vue, Fernand Cuche. Justement, on n'a pas une tornade qui vient, on a des chances devant nous. Et oui, il y a certains risques. Et ces chances-là, et ces risques, il faut les manager, il faut regarder comment est-ce qu'on gère ces risques et prendre les chances qui sont là, qui sont offertes par ce développement. Jacques Bourgeois. Un accord de libre-échange, l'agriculture n'est pas contre des accords de libre-échange. Il y a eu X accords de libre-échange qui ont été faits jusqu'à présent avec des parties agricoles, mais qui tiennent compte des produits sensibles, qui tiennent compte de nos productions indigènes. Voilà. Le dernier en date, c'est la Chine. Donc, continuer à faire des accords de libre-échange sur la base de la Chine. On tiendra compte de nos produits sensibles et pour nous, c'est dans ce contexte-là, j'ai pas de problème. Pierre-André Tombé, on va conclure cette partie du débat. Ça nous fait bien plaisir, on se gratte le bourrillant. Pas du tout, il parle de libre-échange avec la Chine. Justement, j'aimerais quand même dire que Unitaire fait partie d'une organisation qui s'appelle Via Campesina International. C'est la plus grande organisation mondiale de petits paysans. Oui. Et ces paysans-là, moi, quand on rencontre des paysans indiens, ils nous disent, vous avez de la chance, vous. Les Suisses, quand vous dites qu'il y a 3 paysans qui ont arrêté, ils ont arrêté comme paysans. Chez nous, dans notre village, quand on dit qu'il y a 2 paysans qui ont arrêté, ils sont morts. Qu'on comprenne bien. Donc, c'est autre chose. Donc, j'aimerais bien qu'on comprenne que quand on va avec la production de 8 ans de familles paysannes suisses qui ne servent à rien du tout parce qu'ils peuvent très bien se répartir ça sur la quantité suisse, on va démonter le marché chinois. On n'a jamais fait d'études là-bas pour savoir combien il y a de petits paysans chinois qui ne peuvent pas livrer leur lait à un prix correct si on va démonter ce prix du lait. Je crois qu'on aura compris le marché indien est une catastrophe à cause de ça et on en est les responsables. Pierre-André Tombé, on aura compris une chose, c'est que vous ne partagez pas exactement la même vision de l'avenir que Daniel Imhoff. Mais l'avenir, on va s'y projeter encore un petit peu plus, si vous êtes d'accord, messieurs, puisque on va se pencher sur ce qui se fait de plus novateur, c'est cette fameuse agriculture 4.0. C'est un mot un peu mystérieux, comme ça, c'est un mot qui peut faire peur. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse avec Pierre Gobet. Nous sommes à Newark, dans le New Jersey, la grande banlieue de New York. Une zone industrielle. Ici, on a vendu de l'acier durant des décennies. Aujourd'hui, on y fait pousser des salades. Les cultures ici prennent la moitié, voire même le tiers du temps qu'il leur faut dans les champs. 12 à 16 jours suffisent, de la semence à la récolte. Les plantes reçoivent exactement ce qu'il faut quand il le faut. Laitue, roquettes, choux frisés. Ici, on cultive des salades sur 12 étages. Une ferme verticale, une surface agricole de 120 hectares, l'équivalent de 170 terrains de football. La technique, c'est l'aéroponie. Il n'y a pas de soleil, mais des lampes LED. Il n'y a pas de sol, de substrat. Les plantes sont retenues par un tissu synthétique. Les racines sont à l'air, alimentées par un brouillard d'eau et d'éléments nutritifs. Ce type de ferme est plus important que jamais quand on pense aux grands problèmes globaux avec l'accélération de l'urbanisation de la population, la question de la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, aux terres agricoles et les changements climatiques. Les arguments de ces nouveaux maraîchers, 0 pesticides utilisés et une consommation d'eau réduite de 95% par rapport à l'agriculture des champs. L'éclairage n'est qu'une partie de ce que nous appelons l'algorithme agricole. Les nutriments, la température, l'humidité, tout cela est surveillé constamment pour créer un environnement optimal. L'atout de l'agriculture verticale, c'est la proximité. Les produits concurrents viennent d'Arizona ou de Californie, à quelques 4000 km d'ici.
Benoît de Combaud, Stéphane Techer, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Je vous présente une nouvelle fois. Stéphane Techer, vous êtes agriculteur de formation. Enfin, vous êtes agriculteur toujours. Vous êtes le directeur de ProConseil. Vous formez vos confrères aux technologies dont on vient de voir un exemple. Benoît de Combaud, vous êtes un entrepreneur. Vous dirigez Combat Group et vous faites précisément de l'aéroponie. Je vais commencer avec vous. L'aéroponie, c'est donc pas uniquement à Newark, aux États-Unis, chez Pierre Gobet. C'est aussi à Yverdon. Racontez-nous ce que vous faites pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit quand on parle de 4.0. Merci beaucoup. Alors, Combat Group, c'est une vision, et je pense que c'est une vision qui est commune à différentes personnes, notamment à Aérofarm. Je voudrais juste revenir là-dessus au départ. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la population qui est passée de à peu près 3,5 milliards de personnes dans les années 70 à aujourd'hui 9 milliards. La population, elle a son pouvoir d'achat qui augmente. On voit la classe moyenne qui augmente beaucoup. Et également, la population dans les villes augmente énormément. Cette population est de plus en plus informée. Et elle veut maintenant un produit qui est proche de son lieu d'habitation, consommation locale. Elle veut un produit qui va la tenir en bonne santé, c'est-à-dire un produit qui est sans pesticides, qui est sans fongicides. Et on peut élargir sans hormones et autres. Et pour cela, on voit que la réponse, elle ne se fait pas avec la technologie des années 70, elle se fait avec des nouveaux moyens. Et nous, ce qu'on fait, comme ce que fait Aérofarm, qui vient de nous être présenté, c'est développer une nouvelle technologie qui permet de produire une salade à un prix raisonnable, à côté du consommateur, sans pesticides, sans fongicides. Chez Combat Group, dans le Gros de Vaud, près d'Yverdon, en fait, on développe une technologie qui permet de produire donc, des salades hors sol. On pourra revenir sur le hors sol, c'est-à-dire que les racines vont se développer finalement dans l'air et dans cette dans une sorte de brume, comme on a vu dans le sujet. Exactement, c'est un brouillard nutritif. C'est l'équivalent du brouillard qui sort d'une bouteille de parfum et ça apporte à la fois des nutriments et de l'oxygène et ça permet d'avoir finalement des feuilles qui sont à la fois épaisses et qui optimisent le cycle de production. Ce qu'on fait également, c'est qu'on va espacer les salades. C'est toujours un gain d'espace. Aérofarm, vous avez vu, ils font ça sur différents étages. Nous, on fait ça à plat. Et au fur et à mesure que la salade se développe, on va l'espacer. Tous les jours, il y a une récolte qui va libérer de l'espace. Tous les jours, il y a un semis, on va rajouter des salades et on va les écarter progressivement. Ce qui fait qu'en permanence, la totalité de la serre est utilisée. Et en augmentant la productivité, on peut rendre une production locale rentable. Et c'est ce qu'on développe aujourd'hui. Ferdinand Cuche, vous êtes l'homme de la terre. Oui. Benoît de Combaud vous parle de proximité, de local, d'écologie, pas de pesticides, du goût, de la qualité. C'est séduisant ou c'est de la science-fiction ? Oui, un peu dans la même ligne. J'ai vu des reportages sur des fermes Tours. Il y a des projets où c'est déjà réalisé, notamment en Hollande. Je crois qu'il y a un projet, etc. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des poulets, des cochons en haut, fait de la viande. On utilise les excréments, on composte, etc. On active avec des bactéries, tout ça. Puis dessous, on fait des fruits, des légumes. Puis en bas, vous avez le magasin, puis le restaurant. Mais vous achetez les salades de Benoît de Combaud ? Plus local que ça. Au sens propre, s'entend ? Pour l'agriculture de proximité, ça, c'est le max de la proximité. Les questions, moi, que je me pose, c'est les enjeux énergétiques. Ouais. Voilà. Et ça, je sais pas, vous aviez vraisemblablement fait ces calculs. Vous dites aussi qu'il y a moins de pesticides, il y a moins de fongicides. Mais ça, c'est des plus qu'il faut considérer. Vous avez parlé d'un brouillard nutritionnel. Nous, on connaît le brouillard. Il n'est pas tellement nutritionnel. Mais si vous pouviez faire du brouillard nutritionnel à la même sauce, pourquoi pas. Mais voilà, moi, de par ma formation, de par ma sensibilité, de par les goûts, mes envies, etc., je la goûterai, cette salade. Je me dis, pour la salade, qu'elle soit, que les racines soient en l'air ou dans de la laine de roche, la salade, ça n'a pas vraiment de goût. Elle est dans la proximité, mais ce n'est pas très goûteux. Comment osez-vous dire une chose pareille ? Par contre, non, mais les tomates, les différentes variétés de tomates, est-ce qu'on ne risque pas de glisser tranquillement, de nouveau, vers une standardisation des goûts, vers des concentrations de production, avec l'agroalimentaire qui va mettre la main là-dessus ? Vous êtes peut-être déjà partie prenante avec Nestlé dans ce genre d'opération, ce qui fait qu'on va se retrouver avec de nouveau des gens, j'espère que ce ne seront pas des esclaves, dans ces fermes Tours, dans ces immenses unités de production. Réponse rapide de Donc je reste ouvert. Avec quelques bémols. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je vous remercie de les avoir sur l'énergie et sur le risque de standardisation. Alors, c'est les points importants. Sur l'énergie, en fait, on a besoin d'énergie pour produire localement, pour chauffer.
pour contrôler l'environnement et pour éclairer. Oui. À comparer à l'énergie qu'il faut utiliser pour transporter des salades, des tomates du sud de l'Espagne par camion. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6 jours de camion si on veut aller jusqu'en Angleterre, en Irlande, et c'est comme ça que ça marche. Pour chauffer une serre en hiver, il y a une méthode aérofarm où en fait on va utiliser finalement des énergies fossiles. Nous, ce qu'on privilégie, c'est plutôt de capter de la chaleur fatale. Il faut savoir qu'un certain nombre d'industries, des incinérateurs, des centrales d'épuration, aujourd'hui jettent de la chaleur. Et cette chaleur, en fait, on peut la récupérer pour chauffer une serre. Et c'est la méthode qu'on propose et qu'on développe. Pour l'éclairage, c'est là où on a une vision qui est un peu différente par rapport à Aérofarm. Eux, ils sont dans un environnement totalement fermé, sans lumière du jour. Et sur chaque tranche, en fait, c'est de l'éclairage artificiel, ce qui coûte extrêmement cher. Alors, dans une économie comme les États-Unis, où l'électricité est bon marché, c'est potentiellement envisageable. Dans une économie comme la Suisse, où elle l'est un peu moins, ça l'est beaucoup moins, et on sait que l'électricité va plutôt augmenter. Mais sur la standardisation du goût. Voilà, alors sur la standardisation du goût, là, j'ai un point de vue qui est un peu différent. C'est-à-dire que grâce au contrôle, à la maîtrise de la génétique, grâce à la maîtrise du climat, on est capable maintenant de jouer sur le goût et de faire des produits très, très customisables, sur mesure. En jouant en mettant plus de rouge ou plus de bleu dans l'éclairage artificiel, on va pouvoir ajouter des vitamines A, on va pouvoir mettre un peu plus d'amertume sur les salades. Bon, vous avez répondu finalement aux deux questions que vous a posées Fernand, que vous avez une réponse pour la standardisation du goût et pour l'énergie. Mais j'aimerais quand même entendre Stéphane Teucher. Il a fait une excellente école marketing. Pierre-André Tombé, vous permettrez que Stéphane... Il a fait une excellente école marketing, mais vous parlez J'y arriverai pas avec Pierre-André Tombé. Pierre-André Tombé, non, mais attendez, vous acceptez que Stéphane Teucher n'ait pas fait le voyage pour rien. Voilà, vous permettez que je lui donne juste la parole. Par rapport au producteur de légumes d'hivernant, c'est ça qui m'intéresse, la différence. Un producteur de légumes d'hivernant normal et vous. Pierre-André Tombé. Pierre-André Tombé. Voilà. Je vais donner la parole à Stéphane Teucher, s'il vous plaît. Ouais, vous pouvez. Non, je plaisante. Stéphane Teucher, vous êtes un peu entré de monde, puisque j'ai dit vous êtes agriculteur, vous travaillez avec les agriculteurs, mais vous me disiez votre bureau, il était à 5 minutes de l'EPFL. Et j'aime bien l'image, parce que ce que vous voulez faire, c'est créer des passerelles avec l'EPFL, faire en sorte que l'EPFL, la recherche, les innovateurs, les start-upers qui sont très à la mode, entendent les besoins de l'agriculture et que tout le monde puisse travailler ensemble. Pour vous, c'est ça une des clés de l'avenir ? Alors bonsoir. Alors oui, donc cette agriculture 4.0, c'est un concept. Et puis on a la chance, comme vous l'avez dit, d'être proche de l'EPFL. Et puis, bien sûr que cette agriculture, elle ne va pas faire monter le prix du lait, ce sera comme par miracle, mais elle va permettre d'avoir accès à des nouvelles technologies. Monsieur Decombe a bien expliqué pour la partie qui concerne l'agriculture. Dans un environnement contrôlé, oui. Voilà, exactement. Et puis l'agriculture 4.0 dans l'environnement de tous les jours de l'agriculture, eh bien, a aussi son mot à dire pour le bien des consommateurs. Parce que vous avez parlé des consommateurs tout à l'heure. Et puis, un des éléments principaux pour les consommateurs, ça sera la traçabilité. Donc, il y aura des outils qui seront développés à l'avenir pour la traçabilité. Pour l'environnement, on a beaucoup parlé d'environnement. Donc, toutes ces nouvelles technologies, elles doivent, pour être acceptées par la société et par les agriculteurs, avoir un impact pour essayer de réduire tant qu'on peut l'impact de l'activité agricole sur l'environnement. Et puis aussi, pour les agriculteurs, il faut qu'il y ait un petit plus, essayer d'avoir un petit plus économique. Et puis, on parle aussi de simplification administrative, peut-être de coordination, parce que vous savez que les agriculteurs, ils ont beaucoup de démarches à remplir pour l'administration, des contrôles, et puis là, il y a peut-être aussi des choses à faire. Mais vous-même, en tant qu'agriculteur, vous n'allez pas jusqu'à l'aéroponie, mais l'agriculture 4.0, c'est une réalité. Oui. Comment elle se manifeste ? Alors aujourd'hui, c'est un concept, on a déjà les premiers pas qui existent, il y a déjà les premières applications qui sont dans les campagnes. Par exemple, on veut plus de précision dans les travaux agricoles, et aujourd'hui, il existe des tracteurs qui conduisent tout seuls avec l'aide des satellites. On appelle ça la conduite avec GPS, avec une précision de 1 cm. Donc, et cette technique permet d'éviter les chevauchements quand vous êtes en train de mettre de l'engrais, quand vous traitez, quand vous semez. Donc, on arrive à être très, très précis dans les applications.
Et puis, cette agriculture 4.0 aussi va, par exemple, aujourd'hui, les salles de traite, il existe des robots de traite, ça c'est vraiment la solution la plus moderne, mais même des salles de traite traditionnelles, aujourd'hui, vous avez, chaque fois que le lait passe dans la machine, il est contrôlé, et puis ça permet d'anticiper l'apparition de maladies. Donc le but, c'est d'arriver, par exemple, on a causé de production végétale tout à l'heure, mais de la production animale, un des grands problèmes de toute la société, et l'agriculture en fait partie, c'est la résistance aux antibiotiques. Donc l'agriculture doit trouver des solutions pour en utiliser le moins possible et uniquement quand l'animal est malade. Et avec ces nouvelles technologies, on va essayer de détecter le plus tôt possible l'apparition d'une maladie pour pouvoir la traiter différemment, peut-être avec des méthodes plus douces. On parle aujourd'hui d'homéopathie pour de les animaux. Donc, ce n'est pas que chez les humains qu'on utilise ces techniques. Et puis ça, pour pouvoir être efficace, parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a quand même beaucoup d'animaux dans une ferme, donc on arrive avec des capteurs ou comme je l'ai dit avant, on mesure le lait pour anticiper vraiment, pour réduire cette pression. Et ça, c'est l'avenir ou c'est une niche? Alors, ce que je vous ai dit pour le lait et pour la conduite, ça c'est déjà aujourd'hui effectif. L'avenir, ça sera, à mes yeux, ça sera beaucoup de capteurs qui vont être interconnectés. Je vous donne un exemple dans la vigne. Aujourd'hui, vous savez que la vigne, elle est traitée, qu'elle soit bio ou pas bio. Et puis, les préconisations de traitement pour les agriculteurs, elles se basent sur 3 facteurs. Aujourd'hui, c'est la pluie qu'il y a eu les jours passés, la température, puis le temps qu'il va faire. Et puis, ça permet déjà d'avoir une idée s'il faut traiter ou pas traiter. L'agriculteur, il va avoir sa vigne. Et puis après, il va décider s'il traite ou ne traite pas en fonction de ces éléments-là. Mais l'avenir, ça sera peut-être des capteurs qui vont photographier la feuille et puis tout un réseau de capteurs qui seront encore plus précis. Et puis si on arrive à faire travailler tous ces capteurs ensemble, je sais, c'est un peu de la science-fiction, c'est beaucoup de données, mais on arrivera peut-être à diminuer d'1, 2, peut-être voire 3 traitements par année. Et c'est ça les objectifs de cette agriculture 4.0. Merci Stéphane Tocher-Pierrot d'être tombé. Vous n'allez pas le croire, je vous donne la parole. L'avenir, comment vous entendez ça, vous, l'homme de Via Campesina? Mon fils est équipé d'un GPS RTK de plus ou moins 2 cm et il fait du bio pour justement moins piler sur les bouts de champ, etc. Ce que j'aimerais dire, comme vient de dire M. Tocher, il y a beaucoup d'animaux dans une ferme. Et puis mon fils, même équipé d'un GPS, etc., il s'est quand même rendu compte que s'il pouvait suivre ses vaches, déjà, il faut changer déjà de race de vache. On a des anciennes races qui peuvent revenir, qui sont moins sensibles aux maladies. Ça, on est en train de le faire aussi. Les capteurs, on les a aussi, parce qu'on a une station météo qui nous dit s'il faut s'occuper ou bien pour les moissons. Nous, le brouillard, on le connaît, malheureusement pour vous, parce qu'on l'a tous les jours, j'habite la Broye. Donc ça, le brouillard, je connais bien. Le pays du brouillard. Le pays du brouillard. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut en Suisse qu'on enlève ou bien pas ce que vient de dire Jacques et Fernand, en gros, 15 hectares, 10 vaches, 15 vaches, il faudra une personne pour garder. Ou bien on emploie ces systèmes-là pour dire on a toujours moins besoin de personnel, mais on se rend compte que si on a toujours moins besoin de personnel, alors on arrive dans des rendements, dans des visions productivistes. Et puis ça nous pose un problème. Benoît de Combeau, c'est de nature à être assez optimiste? Oui, moi je voulais un peu revenir sur les tendances de fond. Assez rapidement, parce qu'on approche malheureusement déjà du fin. Oui, mais ça sera très rapide. Plus de population, une population qui consomme de plus en plus de protéines, de moins en moins de terres arables, on dit 1 mètre carré par seconde en moins, et moins en moins de paysans pour cultiver cette terre. Donc en fait, l'agriculture 4.0, de toute façon, elle va exister. Il y a des nouvelles technologies qui vont sortir pour répondre à ces défis. Et c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Je vous remercie, on arrive déjà au terme de ce débat. Il est l'heure de conclure, et c'est maintenant. Jacques Bourgeois, vous avez quand même la parole, mais vous avez quelques secondes, mais j'ai envie de vous entendre répondre. C'est quoi l'avenir de l'agriculture suisse? C'est tout ce dont on vient de parler? Alors je crois que l'agriculture suisse ne peut pas échapper à l'innovation, donc elle doit également évoluer. C'est ce 4.0. Ce que j'aimerais dire ici aussi, ça permettra d'économiser également des intrants, de l'eau, de l'énergie, et que dans ce contexte-là, ce qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, il faut qu'il y ait également une diminution de la charge administrative pour les agriculteurs, il faut qu'il y ait une plus-value pour eux, et également lorsque toutes ces données, ce big data,
il faudra qu'ils puissent garder maître de ces données et qu'ici, ils puissent également décider de l'utilisation de ces données. Parce que là, on va aussi au-devant de défis majeurs dans ce domaine-là. Fernand Cuche, en 10 secondes, l'avenir de l'agriculture suisse. Moi, je m'interroge sur l'avenir du métier, à vous entendre. Au point où nous en sommes, l'impasse du productivisme, je pense que l'urgence fait qu'il faut aller un bout avec vous, et essayer de comprendre ce qui se passe et par où ça passe, mais ne pas renouveler les mêmes mécanismes comme on les a eu jusqu'à maintenant, avec des mainmises non seulement sur le vivant, mais des mainmises sur la technologie, puis alors Coop et Migros pour faire leur pub, pour qu'on entre dans leur magasin, qu'ils viennent filmer dans les fermes tours. Je ne sais pas combien de kilos ils vont vendre. Il y a tout un monde qui change là autour. C'est une révolution. Et je n'aimerais pas qu'on oublie les sols. Les sols sont toujours là. Et mon histoire de paysan, de consommateur fait que moi, j'ai envie de sentir que ça sort de la terre. C'est sur ce message tripal qu'on va se quitter. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis chez vous ou sur vos tablettes. Mercredi prochain, pas d'émission, mais vous retrouvez un infrarouge spécial mardi soir à 22h30 en direct, où je vous retrouve avec Esther Mamarbachi en direct donc de l'hôtel Bellevue à Berne pour la fameuse Nuit des longs couteaux. Ce sera la veille de l'élection de Didier Bourgalter. D'ici là, excellente soirée sur la RTS évidemment. Bye bye. Bravo.